Bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du minimum de survie grammaticale, la vidéo numéro 13, et qui concerne les connexions. Voilà un terme bien étrange que nous allons expliquer par la suite. Pour être très clair, il s'agit d'une vidéo pratiquement de vocabulaire, mais au lieu de vous distribuer une liste de vocabulaire éventuellement à apprendre par cœur, j'ai préféré en faire une vidéo parce que c'est du vocabulaire qui nécessite quand même un certain nombre d'explications. On va commencer par le plan de la vidéo avec le code couleur pour pouvoir vous y retrouver plus facilement, en sachant que je n'arrive pas à mettre de chapitrage dans la description. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sur le curseur en bas sur YouTube, vous le faites bouger, il y a une petite icône qui apparaît, et quand vous tombez sur la bonne couleur, vous vous arrêtez à cet endroit-là, vous y êtes. On commencera par voir sur fond vert les pronoms relatifs. J'aime bien dire sur fond vert, bien que je ne puisse pas en utiliser. Ensuite, on verra l'utilisation de deux mots qui posent problème, por et para, et je vous apprendrai à tricher. Oui, parce que là, je ne vais pas vous donner une règle, je vais vous donner une astuce pour limiter les dégâts. Ensuite, sur fond marron, nous verrons tout ce qui permet d'opposer deux éléments, puis d'ajouter ou d'alterner deux éléments. Ensuite, on verra comment enchaîner des idées dans le but de construire des petits textes, des paragraphes, des textes entiers, histoire d'ordonner un petit peu les idées. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, on verra une construction assez particulière en espagnol, qui est le verbe suivi de la préposition à et du complément d'objet direct de personne. Voilà donc un petit peu le plan de cette vidéo. Et si vous avez besoin de trouver comment ajouter ou alterner des éléments, eh bien, vous vous rendez sur les diapositives qui sont en violet. Alors, j'ai mis un petit bandeau pour bien signaler qu'il s'agit donc des connexions, tout ce qui permet de relier un certain nombre d'éléments entre eux. Ça peut être des mots, ça peut être des expressions, ça peut être des propositions, des phrases, ou même parfois des idées. Et on va commencer par les pronoms relatifs. Relatifs, d'ailleurs, vous pouvez voir que ce mot-là est voisin de celui-là au niveau du sens, puisque c'est quelque chose, ce sont des pronoms qui mettent en relation différents éléments. Et on va commencer par le plus simple, le plus utilisé, le pronom relatif que. Attention, ici il s'agit bien d'espagnol, je l'ai bien précisé, ça ressemble beaucoup au français, donc ça se prononce que, et ça se traduit en français par qui ou que. Vraiment quelque chose de peu compliqué. Un premier exemple, la persona que habla, la personne qui parle. Et deuxième exemple, el video que miro, la vidéo que je regarde. Remarquez bien les différences d'orthographe entre le français et l'espagnol pour le mot vidéo, et les articles aussi féminins en espagnol, féminin en français et masculin en espagnol. Ensuite, vous avez une deuxième traduction de qui en espagnol qui va être quien au singulier et quienes au pluriel. Faites bien attention, il ne s'agit pas d'interrogatif, vous n'avez pas d'accent écrit sur le E ici ou bien ici. Et quand est-ce qu'on utilise ce quien ou ce quienes? Eh bien, on l'utilise après une préposition. Donc attention, il y a une différence d'utilisation entre ce relatif-là et celui-là. Là, il n'y a pas de préposition avant. Ici, il y a une préposition avant le pronom relatif. Et ça nous donne dans l'exemple la persona con quien hablo, la personne avec qui je parle. Donc ici, comme vous avez une préposition devant qui, en espagnol, ça deviendra quien. Je dois avoir la place pour un deuxième exemple. La persona de quien hablo, la personne de qui je parle. Ici, vous avez une préposition avant. Vous êtes obligé d'utiliser quien. Vous ne pouvez pas utiliser un autre relatif dans ce cas-là. Alors, les pronoms relatifs, vous avez une deuxième possibilité. Vous pouvez utiliser lo que. Alors, c'est une expression extrêmement intéressante qui veut dire ce qui ou ce que. Et elle est extrêmement intéressante parce que vous allez pouvoir l'utiliser très souvent. Et
fabriquer des expressions en début de phrase qui vont vous permettre d'enrichir vos interventions à l'oral ou vos écrits. Lo que me interesa es, ce qui m'intéresse, c'est. Et vous voyez que grâce à ça, vous enrichissez une phrase en lui donnant une valeur ajoutée du point de vue grammatical et lexical. Deuxième exemple, lo que miro es bonito, ce que je vois est joli. D'ailleurs, plutôt que traduire par je vois, j'aurais dû dire je regarde. Ensuite, vous pouvez utiliser el que, la que, los que, las que, ce qui veut dire celui qui, celle qui ou ce qui. Alors attention à ne pas confondre cette série-là avec ceci. Ça fonctionne tout seul. Ici, vous avez un masculin singulier, un féminin singulier, un masculin pluriel, un féminin pluriel. Là, vous avez une formule qui est neutre. Il n'y a pas de masculin, pas de féminin, pas de singulier, pas de pluriel, c'est général. Exemple. Los que están presentes. Ceux qui sont présents. Deuxième exemple. La que está en el fondo. Celle qui est au fond. Donc vous voyez que vous avez dans tous les cas que qui apparaît. Ce qui change uniquement, c'est ce qui se trouve devant. On continue avec les pronoms relatifs. Et vous avez ici une expression qui traduit le français quand vous avez en français un article suivi d'un nom et suivi de dont. Ça se prononcera cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Et l'exemple que je vous donne ici, escribe a la persona cuya dirección es, point de suspension, ce qui veut dire écrit à la personne dont l'adresse est, point de suspension. Alors vous voyez que ici j'ai mis en jaune la persona et le pronom relatif, tout simplement parce que les deux s'accordent. Vous avez un féminin singulier ici, vous avez un féminin singulier là. Ensuite, pour traduire lequel, laquelle, lesquels, etc., vous allez utiliser el cual, la cual, los cuales, las cuales. Et vous avez ici toute la série. Exemple, te marchas con el cual. Tu pars avec lequel. Deuxième exemple, pregunto al profe el cual me contesta. Je demande au prof, lequel me répond. Donc vous voyez bien que dans toute cette leçon qui est un petit peu longue, on a plus affaire à du vocabulaire qu'à une leçon de grammaire à proprement parler. Donc c'est vraiment une vidéo dans laquelle vous devez aller piocher des éléments et penser à les réutiliser. De temps en temps, il y a des particularités que je vous signale et qu'il faut bien écouter. Alors, petit entraînement pour les pronoms relatifs. Je vous donne ici une première série, que, quien, lo que, el que, cuyo. Alors, point de suspension parce que je n'ai pas mis le féminin, le masculin, le pluriel, etc. Et el cual. Ce que je vais vous demander, c'est de traduire ce que je ne comprends pas, c'est. Je vais vous mettre la phrase en espagnol et simplement, il faudra me mettre le bon pronom relatif. No comprendo es, et ici, qu'est-ce que vous mettriez comme pronom relatif? Je vous laisse quelques secondes. Lo que, ce que je ne comprends pas, c'est, point de suspension. C'est une camarade avec laquelle je parle souvent, donc je vais vous donner la traduction de toute la phrase, sauf ici, je ne vous marquerai pas le pronom relatif, ça sera à vous de le trouver. Es una compañera con, espace blanc, hablo a menudo, ce qui veut dire c'est une camarade avec laquelle je parle souvent. Quel est le pronom relatif que vous allez mettre ici? Je vous laisse réfléchir rapidement. La cual. Féminin, féminin. D'accord? C'est assez logique. Ensuite, c'est un exercice qui ne me plaît pas. Comment allez-vous traduire ici le pronom relatif qui? Je vais vous donner la traduction de c'est un exercice et ne me plaît pas, qui donne
Es un ejercicio, no me gusta. Qui ne me plaît pas? Quel est le pronom relatif que vous mettez ici? Il s'agit du pronom relatif que. Ceux qui sont devant. Alors, están delante signifie sont devant. Comment traduisez-vous ceux, C-E-U-X, qui sont devant? Je vous laisse réfléchir. Je vais assez vite. Vous pouvez éventuellement faire pause si vous n'avez pas le temps. Los que están delante. Ceux qui sont devant. Alors, j'ai fait exprès. Ici, vous avez ceux qui sont devant, écrit C-E-U-X, qui sont devant. Là, vous avez ce qui est devant, mais attention, ce n'est pas C-E-U-X, il s'agit simplement de C-E. Donc, comment traduisez-vous ça en espagnol? Está delante est devant. Comment traduisez-vous ce qui? Et vous allez dire lo que está delante. Observez bien les différences d'orthographe et d'accord ici et là. Et on change, on va passer à la traduction de por et para. Alors je vais être très clair, là je ne vais pas vous donner une règle de grammaire, parce que la règle de grammaire me semble personnellement assez compliquée, pas évidente à mettre en œuvre, et elle risque de provoquer beaucoup d'erreurs. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous donner des astuces pour vous tromper le moins possible. On va jouer ça comme ça. Pour l'instant, en collège, je crois qu'on peut se permettre de se faciliter les choses, surtout sur un problème comme celui-là. Alors, para, vous allez le traduire avec pour. Et ça fonctionnera dans, allez, disons 80% des cas. Vous devez fonctionner au nombre de lettres. Para, vous avez 1, 2, 3, 4 lettres, ce qui se traduit en français par 1, 2, 3, 4 lettres. Donc je pense que c'est le meilleur système pour ne pas se tromper. Para, grosso modo, indique surtout le but. C'est pour ça que ça s'utilise. Le problème qu'il y a, il est justement là, c'est ce qu'on entend par le but. Exemple, es un regalo para tu cumpleaños, c'est un cadeau pour ton anniversaire. Donc vous voyez ici 4 lettres en français, 4 lettres en espagnol. Alors, por va être traduit avec par. Dans 80% des cas, ça marchera. Vous avez 3 lettres ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un excellent repère. Por indique surtout la cause. Et c'est là que se trouve le problème, c'est-à-dire que savoir ce qui est une cause et ce qui est un but n'est pas toujours évident. Par exemple, si vous dites « je travaille pour avoir de bonnes notes », les notes, est-ce que c'est le but de votre travail ou est-ce que c'est la cause de votre travail? C'est toute la difficulté qu'il y a avec cette règle-là. Donc, plutôt que de se poser le problème de la cause ou du but, je préfère que vous fonctionniez au nombre de lettres. 3 lettres ici, 4 lettres là. Les exemples, lo hago por ti, je le fais pour toi. Et vous voyez que là, français et espagnol ne sont pas d'accord sur la traduction. C'est le problème. Donc, ça vous montre bien que de temps en temps, on ne peut pas systématiquement traduire pour avec para. Il peut y avoir des différences entre le français et l'espagnol. C'est le risque avec cette solution de l'astuce plutôt que la règle. Mais très franchement, la règle est longue et compliquée. No habla por miedo a equivocarse. Il ou elle ne parle pas par peur de se tromper. Là, par contre, ça fonctionne. Donc, retenez bien, pour, vous avez 4 lettres en français, traduisez-le avec 4 lettres en espagnol, par en français à 3 lettres, et vous le traduisez par l'espagnol en 3 lettres, por. Ne fonctionnez pas aux ressemblances PO ou PA, ça ne marche pas la plupart du temps. Maintenant, on va voir tout ce qui permet de mettre en opposition des éléments. Et on va commencer avec la traduction de mais. Alors la plupart du temps, vous savez que mais, M-A-I-S, se traduit avec pero.
Mais il y a une deuxième traduction dont je parle moins souvent qui est sino. Alors quand vous avez votre proposition principale suivie d'une proposition subordonnée, vous pouvez mettre pero qui veut dire mais et ça va opposer les deux propositions. El alumno es tímido pero participa en clase. L'élève est timide mais il participe en classe. Alors à quoi sert sino? Eh bien simplement, vous avez comme proposition principale une proposition négative. Ici, elle est affirmative, el alumno es tímido. Ici, elle est négative. Si votre proposition principale est négative, vous devez rajouter sino, suivi d'un adjectif, d'un nom ou d'une locution. Exemple, la lección no es complicada, sino fácil. Donc vous voyez ici que la phrase est négative, on a mis no devant le verbe, et vous êtes obligé de mettre sino. Alors attention, ici on oppose le terme qui se trouve là avec le terme qui se trouve ici. Là, on oppose les deux propositions, donc il y a une différence aussi à ce niveau-là. Deuxième exemple, no hay clase hoy, sino mañana por la mañana. Il n'y a pas cours aujourd'hui, mais demain matin. Alors j'ai fait exprès de mettre l'expression mañana por la mañana, parce que vous avez les deux traductions de mañana, précédé d'un article, ça veut dire le matin, et mañana sans article devant, ça veut dire devant. Et on oppose avec sino, non pas deux propositions, mais ce mot-là et ce mot-là, hoy et mañana. Et nous allons regarder le deuxième chapitre concernant les oppositions. Vous avez aussi, qui se dit en espagnol también, vous avez non plus, qui se dit en espagnol tampoco. Donc vous voyez que ces deux fonctionnent ensemble. También, qui se traduit en français par l'adverbe aussi, peut s'utiliser dans une phrase comme celle-là. El español es una lengua latina también. Traduction, l'espagnol est une langue latine aussi, ou également. Vous voyez que también peut changer de place, voire même se trouver tout à fait au début, et ça ne change rien au sens de la phrase. Tampoco signifie non plus. La otra lección tampoco es difícil. L'autre leçon non plus n'est pas difficile, ou l'autre leçon n'est pas difficile non plus. Et même chose, tampoco peut changer de place. Mais il y a une particularité. Là, on a vu une phrase avec tampoco utilisée tout seul. Très bien. Vous voyez que ça peut changer de place. Mais vous pouvez aussi rajouter une négation devant le verbe. No, suivi du verbe, suivi de tampoco. Alors, regardez bien. Ici, tampoco est tout seul. Maintenant, on va rajouter no dans la phrase. Et vous voyez que vous avez le verbe précédé de la négation. Et tampoco, dans ce cas-là, est obligé de se trouver après le verbe. Le verbe va être entouré par no et tampoco. Le sens de la phrase ne changera pas, ça signifie bien l'autre leçon n'est pas difficile non plus. Oui, je peux décaler tampoco également après cet attribut. Bien, opposition, chapitre numéro 3. Avec, qui se traduit par comme, mais celui-là en général vous n'avez aucun problème pour le retenir, mais peut-être vous ne pensez pas utiliser sans, S-A-N-S, qui se traduit par sin en espagnol. Con signifie avec, sauf qu'il y a une particularité, quand vous dites avec moi, il se fabrique un nouveau mot qui est conmigo, de même que quand vous voulez traduire avec toi, il se fabrique un mot nouveau qui est contigo. Donc, généralement, vous utilisez con tout seul, sauf dans ces deux cas-là. El alumno habla con el profesor, l'élève parle avec le professeur. El profesor habla conmigo, le professeur parle avec moi. El profesor habla contigo, le professeur parle avec toi. Enfin, vous avez sin qui signifie sans. Es una regla sin dificultades. C'est une règle sans difficulté. Donc vous voyez bien que con et sin sont des mots qui s'opposent.
Ensuite, on va voir comment ajouter ou alterner des éléments. Vous avez le très célèbre ET qui se dit I, Y. Alors faites attention, j'ai des élèves qui confondent ce Y avec le verbe être. Non, ici, il s'agit d'une conjonction de coordination. On va relier deux éléments dans une énumération. En clase están los profesores, los alumnos, perdón, y el profesor. En classe, il y a les élèves et le professeur. Il ne s'agit pas d'un verbe. Historia y matemáticas, donc histoire et mathématiques, mais regardez ce qui se passe si j'inverse les deux mots, on aura matemáticas et historias. Ici, il y a une petite modification orthographique, le Y se transforme en E, parce que le premier mot qui suit commence par le son I. Donc, pour que l'on puisse entendre la préposition et, en français et, on ne peut pas laisser le Y. Ça donnerait mathématiques y historia. On ne saurait pas qu'il y a une conjonction de coordination. Donc, on la transforme en et pour pouvoir l'entendre. Et ça nous donne la règle suivante. Y, enfin I devient et si le son qui suit est I. Alors attention, ça peut s'écrire I, H-I ou bien Y. Toujours pour ajouter et alterner, chapitre numéro 2, vous avez le fameux ou qui signifie ou bien et qui se traduit simplement en espagnol par o. Simplement la lettre O. En clase, los alumnos o el profesor hablan. En classe, les élèves ou le professeur parlent. Deuxième exemple, hospital o clínica, hôpital ou clinique. Et regardez ce qui se passe si j'inverse le mot clínica et le mot hospital. Le O se transforme en OU. Et je pense que vous avez compris pourquoi. Tout simplement, le O devient OU si le son qui suit est un O, qui peut s'écrire O ou bien HO, l'un ou l'autre. Bien. Alors maintenant, on va voir comment enchaîner les idées. Et alors là, c'est simple, c'est une liste de vocabulaire simplement qu'il faut connaître pour pouvoir les utiliser. Alors moi, très franchement, cette vidéo est une vidéo qui est très longue, c'est plutôt une vidéo qu'il faut consulter ponctuellement, aller directement à l'endroit qui nous intéresse, mais là, ce chapitre-là, enchaîner les idées, me semble vraiment le plus important. Que dire d'autre sinon que c'est une liste de vocabulaire à connaître et les élèves qui arrivent à écrire un petit texte en utilisant des expressions de ce genre-là vont avoir un avantage sur les autres parce que vraiment on va avoir l'impression qu'ils enchaînent les idées et qu'ils suivent tout un raisonnement. Les élèves qui n'utilisent pas ce genre d'expressions, de mots, donnent l'impression qu'ils font une collection de phrases, qu'il y a la phrase A, la phrase B, la phrase C, et qu'elles n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres. Alors qu'avec ce genre de mots, eh bien, on a vraiment l'impression que les idées s'enchaînent et que vous avez construit quelque chose. Donc, en plus se dit además, alors se dit entonces, cependant, qui marque une légère opposition, se dit sin embargo, donc va se dire por consiguiente. Alors, il y a d'autres solutions, mais celle-là me semble la plus simple, du point de vue de l'utilisation, pas forcément du point de vue de l'orthographe, mais ça, si vous arrivez à l'utiliser, ça fait très bon effet. Et à cause de, attention à la prononciation qui se dit a causa de. Le A et le OU se prononcent différemment et il n'y a pas de zozotement en espagnol. On dit bien a causa de. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à utiliser. Alors ensuite, c'est la deuxième diapositive la plus importante à mon avis, peut-être même la première de cette vidéo, c'est comment ordonner et construire un discours. Même chose, il s'agit essentiellement de vocabulaire à connaître et à utiliser. Alors, vous voyez qu'en français, vous avez d'abord, après, ensuite, que l'on peut dire de deux façons différentes, par la suite et enfin. Donc, primero,
faites bien attention, ce mot-là signifie bien d'abord. Ça ne veut pas dire en premier, ça ne veut pas dire premièrement. Vous ne devez pas le traduire comme ça, parce que sinon vous aurez la tentation de vouloir dire premièrement, deuxièmement, troisièmement, et là vous allez commettre des erreurs. Ensuite, pour traduire, c'est le cas de dire après et ensuite, vous avez deux mots que vous pouvez alterner. Il n'y a pas d'ordre particulier. Vous pouvez dire d'abord luego, que l'on retrouve dans l'expression hasta luego, ou después. Et vous pouvez mettre después d'abord et luego après. Par contre, a continuation, ça doit plutôt venir vers la fin. Bon, si vous le mettez avant, c'est pas très grave, mais moi je le mettrai plutôt vers la fin, en avant-dernier. Et justement, enfin peut se dire de deux manières, por fin, vraiment c'est la meilleure traduction de enfin, et para terminar, qui signifierait plutôt pour terminer, pour finir. Donc là, vous avez un petit bloc qui est très important à utiliser régulièrement, toujours dans le même but, montrer que vous construisez un texte, que vous construisez un raisonnement, et que vous n'êtes pas en train simplement de juxtaposer des phrases sans rapport les unes avec les autres. Et on va terminer par une construction qui est importante, pas toujours évidente à utiliser parce qu'on n'a pas ce problème-là en français. Je pense qu'une fois qu'on a compris le pourquoi de cette construction, ça vient assez facilement. Alors, en espagnol, vous devez faire suivre votre verbe de la préposition à s'il y a un complément d'objet direct de personne. Je reprends ce qui est écrit ici. Le complément d'objet direct, ou COD, fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action. Alors, comment reconnaître un complément d'objet direct de personne? C'est simple. Si après votre verbe d'action, vous pouvez poser la question qui, vous avez affaire à un COD de personne. Et vous devez mettre la préposition à. Si vous pouvez poser la question quoi, vous oubliez cette règle-là, elle ne s'applique pas. Je répète. Si après un verbe d'action, vous pouvez poser la question qui, vous devez mettre la préposition à juste entre le verbe et le complément d'objet direct de personne. Exemple. Non, pas d'exemple, ça va venir après. En espagnol, la place du mot ne fait pas toujours la fonction, le sujet peut se trouver après le verbe. Oui, le problème, il est là. C'est qu'en français, votre sujet va apparaître d'abord, le verbe va apparaître après, et le complément d'objet direct de personne se trouvera après le verbe. Donc, il n'y a pas de difficulté pour identifier, pour différencier le sujet et le complément d'objet direct de personne. En espagnol, ce n'est pas le cas. Exemple. Un profesor escucha, qui veut dire un professeur écoute, peut se dire en espagnol escucha un profesor. Ici, ça ne veut pas dire il écoute un professeur, ça veut bien dire un professeur écoute. Le sujet peut se trouver après le verbe. Donc vous comprenez où est le problème? C'est qu'il faut savoir identifier dans une phrase le verbe, le sujet et le COD de personne. Pour éviter de confondre le sujet et le complément d'objet de personne, on est obligé de rajouter la préposition à devant le COD. Exemple, si vous ne voulez pas dire un professeur écoute, mais il écoute un professeur, vous êtes obligé de rajouter la préposition à ici. Escucha a un profesor. Cette préposition, c'est une façon pour l'espagnol de dire attention, ce qui suit n'est pas le sujet, c'est le complément d'objet direct de personne. Il n'y a pas de préposition, c'est le sujet qui vient après. Il y a une préposition, c'est un complément d'objet direct de personne. Donc, chaque fois que vous pouvez, après un verbe d'action, poser la question qui, à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser la préposition à. Exemple, il écoute qui, un professeur, je suis obligé de mettre la préposition à. Si j'avais la phrase, par exemple, il écoute le vent, par exemple, ça donnerait escucha la lluvia. Il écoute quoi? La pluie. Je ne peux pas poser la question qui, donc je ne mets pas de préposition à. De toute façon, la pluie ne peut pas écouter grand-chose, donc ça ne peut pas être le sujet.
Alors là, je crois que je vous propose des exercices. Le professeur observe les élèves. Est-ce que vous mettez ici la préposition à ou pas? Donc vous appliquez la petite astuce que je vous ai donnée. Le professeur observe quoi? Ça ne marche pas. Le professeur observe qui? Je peux poser la question qui, donc je mets la préposition a. Alors là, el profesor observa a el alumno. Est-ce que je dois laisser la préposition a ici? Je vous laisse réfléchir rapidement. Oui, effectivement, il faut laisser la préposition a. Mais n'oubliez pas que la préposition a au contact de l'article el fusionne pour donner al. Donc faites attention à ce petit piège là. Ensuite, il est méchant le kiki. Il a sauvagement assassiné une laitue. Alors, el profesor observa a su perro. Le professeur observe son chien. Non, mon chien ne ressemble pas à ça, il est beaucoup plus mignon. Est-ce que ici, je dois mettre la préposition a? Je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Oui, je fais disparaître le chien, ça vous distrait. Oui, ici, vous pouvez laisser la préposition a, tout simplement parce que le chien peut faire cette action-là. Donc, pour bien distinguer le sujet et le complément d'objet de personne, ici, ça serait d'animal, on met la préposition a. À partir du moment où le complément pourrait faire l'action, pour bien le distinguer, on met la préposition a. Ah ben, deuxième photo. Eh ben voilà, belle animation. Mon chien est plus mignon que ça aussi. Alors, maintenant, vous avez deux prépositions à mettre ou pas. Critica el profesor su perro. Alors, est-ce que vous mettriez ici une préposition a? Est-ce que vous mettriez ici une préposition a? Je vous laisse réfléchir. Je vous donne la solution. Vous pouvez dire critica el profesor a su perro. Ce qui voudrait dire le professeur critique son chien. Ça, c'est forcément le sujet. Il n'y a pas de préposition a avant. Ça, c'est forcément le complément d'objet, puisqu'il y a une préposition a. Bien entendu, je peux également écrire el profesor critica a su perro. Ou je peux ne rien mettre. Alors là, c'est vraiment un cas un petit peu particulier, tout simplement parce que dans ce cas-là, il est bien évident que le chien ne peut pas critiquer le professeur. Ça ne fait pas partie des actions que peut faire un chien. Donc là, à la limite, on peut se passer de la préposition a. Alors là, je vous mettrai en description les liens vers le site espagnolfacile.com pour faire quelques exercices et vous entraîner. Donc vous avez pronom relatif por, para, pero, sino, mais ça n'est pas fini. Vous avez également les traductions de aussi, de non plus, de et, de ou, et un petit exercice sur le verbe suivi de la préposition a et du COD de personne. Eh bien, je crois que ces applaudissements sont mérités, parce que c'est une vidéo qui était exceptionnellement longue. Il y en a quelques-unes dans le minimum de survie grammaticale. Ce genre de vidéo est en général à consulter par partie. Il ne faut pas l'écouter ou la regarder d'un seul bloc, mais ça, j'ai l'occasion de le préciser en classe. Voilà, j'espère que vous penserez à utiliser toutes ces expressions-là qui vont vous faire gagner des points, parce que vous aurez enrichi votre discours.